Alors, bonjour à tous, merci d'être là aujourd'hui pour ce webinaire. Aujourd'hui, on va recevoir Aurélie Ejijimo, qui est coach en anglais pour dirigeants. Aurélie va nous parler, nous expliquer un petit peu pourquoi l'anglais est un levier de négociation stratégique à l'international et pas simplement une compétence linguistique. Donc, je vais laisser Aurélie se présenter à nous. Je te laisse te présenter. Bonjour à tous, merci Florence. Alors, je suis ravie d'être ici aujourd'hui pour partager sur ce sujet qui me passionne. D'abord, je me présente un peu plus sur moi. Moi, j'ai remarqué que beaucoup de francophones hésitent, ont du mal avec l'anglais, manque d'impact, de crédibilité à l'international. Et moi, ce que je fais, c'est je les aide à déverrouiller ou dérouiller leur anglais oral pour gagner en impact, crédibilité et opportunité à l'international. Et je sais ce que c'est parce que ce parcours, moi-même, je l'ai vécu. Euh, pour pas faire trop long, avant, j'avais vraiment du mal, des blocages avec les langues, surtout à l'école, etc. J'ai pas eu une très bonne expérience. Mais un jour, je me suis dit, il faut que je découvre le monde. Je sais pas, j'ai eu ce désir d'aller à l'international, de voyager, etc. Et je me suis dit, ben, Aurélie, il va falloir travailler les langues. Et j'ai eu un déclic euh, par cette décision. Et c'est ce qui m'a mené à finalement avoir une carrière internationale. J'ai commencé d'ailleurs dans le droit. J'ai un background totalement différent, mais dans le droit international parce que j'avais ce côté de je veux découvrir le monde. Euh, sur le terrain, j'ai compris l'importance des langues et l'importance de l'utiliser comme un levier, comme on va en parler aujourd'hui. Euh, et Peut-être vous vous demandez, ok, on parle de droit, mais comment t'as atterri en tant que coach en anglais? Sur le côté, je donnais des petits cours d'anglais comme ça pendant mes études et au début de ma carrière. Et un jour, mes yeux se sont ouverts, j'ai compris, j'ai remarqué que je le faisais avec passion, que j'avais vraiment envie de transmettre ce déclic que moi-même j'ai eu avec les langues, où je galérais avant et aujourd'hui je suis polyglotte et que je le faisais avec passion. Je prenais des heures et des heures à préparer un cours où j'étais payée trois fois rien. Et c'est comme si mes yeux se sont ouverts et je me suis dit, lance-toi à 100%. Maintenant, ça fait, le temps passe vite, près 7 ans, presque 7 ans que je suis à mon compte et que petit à petit, j'ai peaufiné ce que je fais. Euh, j'ai commencé à travailler avec plusieurs profils et aujourd'hui, je me suis concentrée sur les dirigeants en se basant sur mon expérience, sur les formations que j'ai pu avoir en plus, pour vraiment les aider à avoir un impact et gagner en opportunités à l'international. Voilà. Et c'est super intéressant parce que je suis passée par là aussi, forcément. Moi, mon goût pour l'international, c'est passé par ici aussi. J'ai dû, forcément, à un moment donné, j'étais vraiment passionnée par les langues, mais ce que j'avais pu faire comme cursus en France, ça m'a pas permis d'avoir un anglais qui soit super, super. J'ai vécu en Angleterre pendant 3 ans. J'étais avec quelqu'un qui était anglophone. Donc, je pense que ce qui m'a le plus aidé en anglais, c'était le fait de travailler et de vivre et de vivre avec quelqu'un qui parle anglais couramment, qui parlait pas un mot de français. Et que ce soit les scènes de ménage, les conflits, les choses comme ça, je pense que ça aide énormément à progresser. Donc c'est vraiment le terrain, je pense, qui aide également l'anglais. Et puis le fait de se sentir à l'aise, je pense que Mm, c'est super important. Ben, tout moi à fait. aussi, également, voilà, j'ai eu ce parcours-là. Bon, pas comme toi, j'ai pas été de ce côté-là, mais en tout cas, la partie anglais et l'espagnol, si je les ai aujourd'hui, c'est grâce à ça aussi, au fait de vivre dans le pays et de vraiment se confronter à ça tous les jours. D'ailleurs, on m'avait dit, le moment où tu commences à rêver dans la langue que tu souhaites parler, c'est là où t'as tout compris et que c'est bon, c'est bien lancé, quoi. C'est ça? C'est vrai, c'est un bon signe, ouais, de rêver dans la langue. Ah, super. Ben voilà, j'accompagne aussi les dirigeants dans toute la partie structuration à l'international et je trouvais que c'était vraiment important de recevoir Aurélie aujourd'hui parce qu'elle va nous apporter ce côté où, en fait, des fois, j'ai pu le voir moi aussi avec mes clients donc, ça va être des personnes qui vont vouloir aller à l'import, à l'export, qui vont avoir besoin de négocier. Et le fait qu'ils n'ont pas cette confiance dans leur langue, ils vont pas réussir à négocier comme ils le feraient en français. Et je pense que Mm. le fait d'avoir quelqu'un comme Aurélie qui va déjà vous apporter pas mal de clés aujourd'hui, ça va permettre en fait aux dirigeants de se sentir plus confiants. Et quand vous êtes plus confiant, vous arrivez mieux à négocier, vous êtes un peu plus fort en fait face à votre acheteur ou à votre fournisseur pour pouvoir mieux négocier et arriver à vraiment avoir une autre posture.
Donc justement, Aurélie, je voulais savoir un petit peu quelle est la plus grosse idée reçue sur l'anglais à l'international chez les dirigeants. Hmm. Ok, ça c'est une bonne question. Et il y a plusieurs idées qu'on se fait. Mais une des premières idées, quand on pense international, je pense que la plupart d'entre nous, on pense anglais. On pense qu'on va devoir se confronter à l'anglais, parler, communiquer. Et très souvent, l'idée qu'on se fait, c'est qu'on pense à améliorer son niveau d'anglais de manière scolaire. Parce que, et je comprends, parce que c'est un peu comme ça qu'on a été formaté à l'école. On voit l'anglais comme une note. Il y a beaucoup de clients, de prospects avec qui je communique qui me disent, ah, il faut que je passe mon TOEIC, ou ils parlent de niveau A2, B1, B2. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont les niveaux de référence de langue. Donc A2, c'est par exemple débutant, et puis B2, on se dit intermédiaire. Et en fait, on pense très théorique. Et ça, c'est pas la bonne approche, cette idée, parce que euh, une meilleure manière d'aborder ça, c'est de le penser concret. Ça, c'est trop abstrait. L'international, c'est pas l'école. On va pas nous donner une note sur la grammaire, etc. euh, qu'on va utiliser. Ce qui est important, c'est finalement d'atteindre ses objectifs, de communiquer avec impact. Et d'ailleurs, on va développer ça le long de ce webinaire. Qu'est-ce que ça veut dire exactement, concrètement? Mais le problème, c'est que souvent, on a cette idée de niveau et c'est un obstacle parce que ça génère des frustrations. On se rappelle de l'école, on ne sait pas trop par où commencer, on est un peu débordé, etc. Donc moi, par rapport à cette question, je conseille de voir les choses autrement, comme on va le voir aujourd'hui, et de penser plus comme le titre de ce webinaire, l'anglais comme une compétence clé à développer, comme un levier stratégique, comme on peut développer par exemple aujourd'hui sa communication sur les réseaux sociaux, sa manière de communiquer pour savoir bien présenter un sujet, comme on peut le faire en français, mais maintenant pouvoir le faire aussi en anglais. Oui, c'est important parce que finalement, c'est le terrain qui parle. Quand on veut dire quelque chose et qu'on cherche ces mots, qu'on n'a pas la base en fait de vocabulaire, on va avoir vraiment du mal à former la phrase et on va être hésitant. Et oui, en effet, je comprends que ce soit vraiment compliqué. Justement, est-ce que se débrouiller en anglais suffit vraiment pour négocier à l'international? Oui, et je voulais juste rajouter un mot par rapport à la question précédente, par rapport au niveau. C'est aussi important, je comprends qu'on peut se dire qu'on pense à mon niveau et pas suffisant, etc. Et d'ailleurs, j'encourage, bien sûr, en tant que coach en anglais, de penser à voir qu'est-ce que je peux améliorer concrètement, comment je peux passer au niveau supérieur. Mais ce qui est important, c'est le contexte dans lequel on le fait. Et je voulais juste donner un exemple concret pour bien imaginer ce que je fais, ce que je dis. Donc, par exemple, là, en ce moment, je travaille avec un dirigeant d'une entreprise minière dont il avait besoin un peu de mettre à jour son niveau au niveau de la conjugaison, etc. Mais ce qu'on fait, c'est qu'on l'a travaillé dans son contexte précis, de pouvoir travailler présenter des rapports, etc., des états des lieux. Et donc, pour rebondir sur la question suivante, est-ce que se débrouiller en anglais, c'est suffisant? Quand vraiment ça suffit ou est la limite? Euh, et si, je dirais que la réponse n'est pas noir ou blanc. Moi, mon point de départ, d'ailleurs, j'encourage de se lancer dès que possible, parce que comme on le dit depuis le début ici, c'est le terrain qui va faire la différence. C'est dans le terrain aussi qu'on va se développer des compétences, se confronter à la vraie réalité et voir quels sont ses besoins. Et je conseille de ne pas attendre d'être parfait pour se lancer, parce que sinon, on risque d'attendre très longtemps. Euh, et que le perfectionnisme ne soit pas un blocage. Euh, mais, euh, comme vous pouvez imaginer, il y a un mais. Se débrouiller en anglais peut avoir des limites parce que finalement, le marché est dynamique, les personnes sont exigeantes, tout le monde n'est pas forcément patient. Quand quelqu'un échange avec nous, cette personne souhaite recevoir de la valeur, comprendre le message, comprendre ce que la négociation va lui apporter. Et pour ça, il faut savoir communiquer avec impact, euh, avoir ses mots-clés, avoir les compétences clés.
Et donc là, se débrouiller en anglais peut représenter une limitation. Par exemple, je parlais il y a pas, il y a quelques semaines avec une personne qui m'a dit qu'il a perdu un deal à cause de son anglais. Elle se débrouillait en anglais, mais c'était pas assez pour vraiment euh, faire passer son message, pour les petites nuances, créer du lien, ce qui fait la différence, parce que finalement, on reste humain, on peut avoir le meilleur produit ou le meilleur service, mais si on n'arrive pas à créer cette confiance qui vient notamment à travers la communication, on peut perdre des opportunités. On fait, hein, on fait pas confiance à quelqu'un avec qui on peut pas communiquer. Il faut que ce soit quelqu'un qui soit capable de répondre, de nous rassurer. Quand on Mm, travaille avec un acheteur, forcément, l'acheteur, il veut être sûr qu'on mm, comprend bien les enjeux et qu'on sait de quoi on parle. Et c'est vrai que si on n'arrive pas à parler, ben, on a du mal à faire comprendre qu'on sait de quoi on parle. C'est très compliqué, même si aujourd'hui on a l'IA, on a toutes ces choses-là pour traduire en direct, ça montre pas forcément non plus les qualités de la personne, parce que la personne qui travaille à l'international, elle a un minimum d'anglais pour se faire comprendre, pour être capable d'établir cette relation de confiance. C'est sûr que ça compte énormément. Donc j'avais une mm, autre question du coup. Je voulais me mm. demander, donc du coup, pourquoi l'anglais devient un sujet critique dès qu'on sort du marché français? On sait que nous, les Français, on a un accent fort déjà en anglais qu'on essaye tous d'atténuer, qui est pas forcément facile. Enfin, moi, de mon côté, j'essaye pas de l'atténuer. Je sais que je suis française et je peux essayer tout ce que je veux. J'ai même des fois un accent un peu colombien quand je parle en anglais. C'est compliqué avec les Ah, différentes langues. d'accord. Mais je pense que l'accent, c'est ce qui nous représente et c'est ce qui fait de nous qui nous sommes. Donc, quelque part, effacer l'accent, c'est peut-être pas le plus important. Mais on sait que nous, les Français, on a toujours du mal par rapport, je sais pas si c'est au niveau du système scolaire ou autre, mais on a du mal à avoir confiance en nous. Et j'ai pu le voir même quand je travaillais en hôtellerie, la plupart des personnes avec qui je travaillais qui n'avaient pas confiance en eux en anglais. Et forcément, les clients vont aller vers la personne qui est un peu plus fluide, qui arrive à parler, à s'exprimer plus. Et c'est vrai que c'est un gros souci. Donc, pourquoi l'anglais devient un sujet critique dès qu'on sort du marché français? Mm. Ah, ça, c'est une question très pertinente et je pense que je pourrais en parler pendant longtemps. Pourquoi l'anglais est un sujet critique? Bon, déjà, aujourd'hui, l'anglais occupe une place énorme dans le monde. Et, euh, et très souvent, quand on pense international, je sais pas pour vous, mais on pense souvent très loin. On pense États-Unis, on pense peut-être, je sais pas moi, l'Australie, etc. Mais il s'avère qu'il faut pas aller très loin pour être confronté à l'anglais. Et comme je disais, l'anglais, ça a une grande place. D'ailleurs fait quelques petites recherches au niveau des statistiques, donc je vais donner quelques chiffres. Euh, il y a 53 pays qui ont l'anglais comme langue maternelle. Ensuite, il y a environ 118 pays qui ont l'anglais comme langue seconde. Aujourd'hui, il y a plus de 1,5 milliard d'anglophones, ça fait beaucoup de personnes, euh, dont 400 millions sont natifs. Donc ça veut dire que la plupart des Anglais sont non natifs. Et pourquoi je dis ça? C'est important parce que quand on pense à l'anglais, on pense je vais parler anglais avec un Anglais ou avec un Américain. Mais en fait, la réalité, c'est pas ça le marché international. On va parler anglais avec plein de nationalités, plein de personnes, plein de pays. Et comme je disais, faut pas aller très loin pour être confronté en anglais. Donc, par exemple, là, si vous êtes euh, en France, juste le Pays-Bas, c'est pas très loin. Si vous devez échanger avec des personnes aux Pays-Bas, ça se fera en anglais. Ils parlent aussi très bien anglais. Les pays scandinaves parlent très bien anglais. Je sais pas si vous pensez à d'autres pays. Vous pouvez aussi suggérer en commentaire des pays où on parle beaucoup anglais, mais je pense aussi à la Croatie, Malte. Il faut pas aller très loin, juste en Europe ou même la Belgique. Euh, Moi, je suis belge par ailleurs. Il y a trois langues principales, l'anglais, le français et l'allemand. Euh, en toute confession, par exemple, les francophones, on parle pas très bien les autres langues. Moi, je parle anglais avec des amis belges qui parlent néerlandais. Donc, même dans le même pays, il faut pas aller très loin. On est confronté à l'anglais, ou si vous êtes français et que vous allez en Belgique ou ailleurs, ça va être la clé pour se développer. Et parlant de statistiques, il y a d'autres stats très intéressantes qui ont fait une corrélation entre le niveau d'anglais et le niveau de productivité économique.
Donc, au plus, les pays ou les zones où l'anglais était maîtrisé, au plus il y avait une hausse de productivité économique, de capacité de production et aussi de qualité de vie et liberté économique. Donc, maintenant, c'est incontournable si on veut grandir, si on veut avoir plus d'opportunités, si on veut plus de liberté, euh, plus de richesse aussi, pour être vrai, on est confronté à l'anglais. C'est ça, moi j'ai pu voir également quand j'étais salarié avec mon patron qui ne parlait que l'anglais, il se débrouillait. Mais il se débrouillait bien, on va dire, ça va. Mais du coup, quand il s'est retrouvé avec le marché italien, il a eu des opportunités et il était incapable de parler italien. Ou alors c'était du franco-italien, voilà, il mettait des O et des A à la fin de chaque mot français, ce qui ne passait pas du tout, il a vite compris. Donc du coup, il était obligé de négocier en anglais. Et c'est sûr que l'anglais, ça peut être avec tous les pays, mais enfin nous, généralement, le marché français va vers la Chine, vers les USA. Il y aura l'anglais aussi, on va pas se mettre à apprendre le mandarin pour négocier avec les Chinois. Donc, et d'ailleurs, pour avoir vécu en Angleterre, moi, je me souviens très bien que j'avais du mal, par exemple, simplement à aller chez l'Indien en Angleterre, à me faire comprendre pour demander un paquet de cigarettes. À l'époque, j'étais fumeuse. J'avais du mal à dire Marlboro Light. Il ne comprenait pas et il le répétait avec son accent. Et j'ai compris très, très vite en Angleterre que si je voulais bien parler anglais, il fallait que je ralentisse. J'ai tendance à parler très vite en français comme en espagnol, mais en anglais, j'avais tendance à ralentir pour qu'on puisse mieux me comprendre. Ça peut être aussi certainement un petit conseil. Je me demandais également, Aurélie, quel est l'impact réel du niveau d'anglais sur la crédibilité du coup d'un dirigeant? Hmm. Ça, c'est une bonne question. Un peu comme on a partagé au cours de ce webinaire, finalement, euh, on va pas se mentir, la première impression compte. Et l'image compte et l'image vient aussi à travers sa manière de s'exprimer. Donc, l'impact du niveau d'anglais d'un dirigeant va avoir un impact sur sa crédibilité, sur sa capacité à créer du lien, sur le fait qu'on puisse lui faire confiance ou pas, sur les opportunités qu'il va pouvoir saisir, euh, et aussi ses facilités à échanger et à comprendre, se faire comprendre. Mais aussi l'anglais, c'est pas simplement au niveau des négociations, au moment où on va interagir en direct, mais l'anglais comme on vient de le dire, ça a une place énorme sur le marché. C'est aussi l'anglais de l'information. Pour trouver des informations clés, souvent, ça se trouve aussi en anglais. Donc, un dirigeant qui sait bien communiquer en anglais, qui sait comprendre en anglais, faire ses recherches, va aussi être beaucoup plus prêt, plus équipé pour ses échanges, plus informé. Euh, donc, vraiment, ça impacte toute sa posture. Et pour donner un exemple concret, j'ai travaillé, je travaille d'ailleurs en ce moment même avec un dirigeant qui travaille énormément à l'international, qui se débrouillait, on va dire, en anglais avant de travailler avec lui. Et il m'a dit le fait de vraiment prendre au sérieux son anglais et se dire, OK, je vais pas juste me débrouiller, mais je vais pouvoir communiquer avec plus d'impact, plus de fluidité, etc. Que ça a vraiment changé dans sa posture. Il collabore avec des pays de partout dans le monde. Il est dirigeant d'une entreprise minière. Et il me donnait un exemple concret qu'il avait eu une réunion avec des personnes de Chine et que le fait qu'il a vu l'avant et l'après, le fait de travailler son anglais et sa fluidité, euh, il s'était décomplexé, donc il a gagné en confiance. Finalement, ça joue aussi sur la confiance. Euh, la confiance, ça se ressent. Et il a passé un moment déjà agréable, alors qu'avant, il était toujours stressé. Donc déjà, toujours plus chouette d'être à l'aise quand on travaille. Et aussi, il a eu un très bon échange et une bonne collaboration s'en est suivi. Et maintenant, il fait de plus en plus ce genre de réunions à l'international où il peut créer et renforcer des liens et augmenter encore une fois ses opportunités et ses collaborations. Et J'espère oui, que c'est ça important répond. parce que finalement, quand on se sent à l'aise avec l'anglais, on peut se permettre de faire des petites blagues, on peut se permettre de comprendre aussi les blagues des personnes en face parce que forcément, quand on comprend pas bien l'anglais et qu'on essaye d'avoir un dîner avec des acheteurs ou autres et qu'on n'est pas capable de comprendre le petit humour ou quoi, ben, ça fait un blanc. Et ça casse un peu la relation. Forcément, ça devient que du professionnel et on se sent pas forcément à Mhm. l'aise. Et forcément, bah voilà, il y a un gros trac. Quand on doit se mettre à parler anglais, quand on n'est pas sûr de ce qu'on va faire, il faut avoir des notes, il faut lire.
Et quand ça devient plus naturel, eh ben forcément, tout s'améliore. Je comprends bien. Et du coup, quelle différence est-ce que tu vois entre, dans la posture, en fait, entre un dirigeant qui va plutôt être à l'aise et un dirigeant qui va plutôt subir le fait que son anglais est pas top top? Hmm. Oui, ça rejoint un petit peu par la question précédente et je vais donner un exemple personnel par rapport à ça, par rapport à quelque chose que j'ai pu vivre quand je travaillais à l'international entre ces deux profils et aussi une réalité parfois qu'on oublie. Donc, comme je disais, avant, j'avais un background dans le droit international et on faisait beaucoup de réunions, de réunions toutes les réunions qui se font dans l'Union européenne, etc. Et j'étais surprise de remarquer que les décisions clés, les, les moments clés se font justement euh, avec les personnes qui ne subissent pas, mais avec les personnes qui sont beaucoup plus à l'aise dans le fait d'être en relation, de créer du lien avec la langue et de justement mieux maîtriser la langue, savoir briser la glace, savoir comprendre la personne, être à l'écoute, rebondir et pas simplement dire yes, yes parce qu'on n'a pas compris ou sourire un peu bêtement. On est tous passés par là. Si vous êtes passés par là, je comprends moi aussi, que ce soit en anglais ou dans d'autres langues. Mais c'est ça qui va faire la différence entre quelqu'un qui subit et sourit sans vraiment tout comprendre et être à l'aise. Parce que dans la vie, c'est comme ça. Comme disait Florence, aujourd'hui, il y a l'IA, etc., qu'on peut utiliser. Mais vraiment, ce qui fait la différence, c'est que toi-même, tu arrives à te démarquer par le lien que tu vas créer grâce à ta communication. Et comme je donnais cet exemple de l'Union européenne, pour moi, qui m'avait fort frappé à l'époque, c'est que ils organisent, par exemple, des belles réunions dans les parlements, etc. Mais les décisions clés se font dans le couloir. Et pour faire ces décisions clés dans le couloir, il faut savoir plus que se débrouiller, il faut savoir avoir cette communication impactante et l'idée en anglais, diriger en anglais, euh, notamment, et pouvoir créer et élargir son réseau. C'est comme ça que dans ce domaine-là, et d'ailleurs dans tous les domaines, qu'on élargit son réseau et qu'on crée des liens de confiance, qu'on peut aussi se faire recommander, etc. Parce qu'on a eu une affinité, on reste humain. Euh, j'aime beaucoup les neurosciences. D'ailleurs, j'ai aussi étudié la neuroéducation. Et le cerveau, on a un cerveau social. Dès qu'il y a ce côté lien, presque amitié ou affinité, eh ben, c'est ça qui fait la différence et qui donne envie finalement de collaborer avec la personne. C'est quelque chose qu'on ne peut pas enlever de nous-mêmes, même si on est dans un cadre pro, ça reste important. Et pour pouvoir créer ce lien, ben, la communication, évidemment, est importante. Et pouvoir le faire en anglais, tout comme en français, c'est aussi important quand on veut s'élargir et élargir son réseau. Oui, bien sûr, le fait d'avoir des quick chats, des petites conversations rapides, ben, que ce soit juste après une négociation ou quoi, ça peut changer beaucoup de choses, ça peut ouvrir des opportunités aussi. C'est vraiment important. Du coup, moi, la question que je me pose, c'est, on a tendance à tous se dire, oh, mais ça va, je gère. Je maîtrise l'anglais, c'est bon, il y a pas de souci. Je pense que je me débrouille pas, là, je gère bien. En fait, souvent, on a du mal à s'auto-évaluer, en fait, Ouais, à c'est vrai. savoir un peu notre niveau. Si on compare pas par rapport à l'accent, bon, après, si on va pas comparer non plus avec le président et son accent non plus, on va se dire, ouais, ça va, il y a pire. Mais au final, comment est-ce qu'on fait ou comment est-ce qu'on peut savoir si on est encore en mode débrouille ou si jamais on maîtrise? Est-ce qu'il y a des petits signaux qui vont nous permettre de savoir un peu inconsciemment qu'on maîtrise pas, ou ces choses-là qui peuvent nous faire comprendre qu'on perd en crédibilité. Hmm. Ouais, c'est une bonne question. Alors, il y a plusieurs choses qu'on peut remarquer par rapport à ces signaux-là. Déjà, dans sa compréhension de l'anglais, généralement, beaucoup de personnes... Ah, au revoir, Cléna, je vois que cette personne écrit. À bientôt, bonne réunion. Euh, Déjà, on voit quand la personne a du mal à comprendre, l'autre ne comprend pas tout ce qui a été dit. Il y a des petites nuances comme ça qui échappent, qui peuvent faire la différence dans un deal.
Et aussi un signal dont on ne fait pas toujours attention, c'est quand on s'excuse trop de son anglais. Euh, et souvent, on le fait pour briser la glace, pour que ça passe bien, mais ça donne une mauvaise image. Déjà, je peux le renvoyer au premier point, on parlait de niveau d'anglais, etc., qu'on aborde trop l'anglais de manière scolaire. Ça met le focus sur le mauvais endroit, sur son anglais, sur son niveau, etc. Donc ça, c'est un signal finalement conscient que on sait que son niveau, il y a un problème quand on s'excuse toujours. Oh, sorry for my English. Euh, et d'ailleurs, je déconseille de faire ça parce que le plus important, c'est son message et de transmettre l'attention sur le message de la personne. Euh, et aussi, comme je disais, par rapport à faire la compréhension, faire semblant d'avoir compris et de trop souvent dire yes ou des rires nerveux comme ça, c'est des petits signaux qui montrent qu'on a besoin d'aller à l'étape suivante. Un autre signal, c'est finalement être honnête avec soi-même et voir si on a tendance à repousser une opportunité ou ne pas se confronter à une certaine opportunité à cause de l'anglais. Donc ça veut sûrement dire qu'il y a quelque chose à travailler. Euh, D'autres signaux, c'est quand on est en échange en anglais, le langage corporel, quand on voit ce qu'on est en retrait, ça montre qu'on manque de confiance et de capacité par rapport à son anglais, ou qu'il y a quelque chose qui peut être amélioré. Euh, et finalement aussi ne pas, comme on a parlé, j'ai beaucoup mis l'accent sur le chit-chat, les small talk, ça. Euh, Parfois, très souvent, on néglige ce point-là. On pense comme grammaire, on pense vocabulaire technique, etc. Mais si on a du mal, en fait, à avoir ces moments de small talk, c'est un signal aussi qu'on doit travailler son anglais. Donc, un exemple concret avec une juriste avec qui j'ai travaillé qui avait finalement quand même un niveau d'anglais qui était pas mal, un peu comme tu as dit. Elle avait passé plusieurs tests, etc. Mais finalement, elle s'est rendue compte qu'elle n'arrivait pas à avoir ces moments entre les réunions, avant que la réunion commence, où tu parles un petit peu de tout et de rien, à les avoir. Donc ça, c'est un signal que, il y a peut-être quelque chose à travailler euh, dans son anglais. Donc voilà déjà quelques pistes. Oui, non, c'est important. C'est bien de savoir mesurer. C'est vrai qu'on ne sait pas toujours se noter, s'auto-noter et s'évaluer. On peut avoir une idée. Moi, je connais des personnes qui parlent très bien anglais, qui sont capables de faire des longues conversations ou autres et qui pensent encore que leur anglais n'est pas forcément terrible parce qu'ils vont chercher des mots et du coup, ça va être important pour eux plutôt d'aller chercher à apprendre plus de vocabulaire pour être capable de vraiment être plus technique. Parfois, ça peut passer par là aussi, d'avoir un peu de technicité dans les mots pour bien comprendre aussi de quoi on parle. Surtout que là, on parle de dirigeants d'entreprise, donc on parle quand même de vocabulaire souvent technique. Si on ne comprend pas les mots techniques de nos clients, comment est-ce qu'on peut répondre à leurs besoins? Ça va être assez compliqué. Et Oui, justement, on utilise l'anglais forcément quand on travaille à l'international pour tout ce qui est négociation. La négociation, on sait que c'est la base de tout contrat. C'est là où on donne tout. On essaye d'être au max en fait pour forcément favoriser la négociation dans notre sens. Et Mm. justement, quand on veut négocier en anglais, à quel moment, en fait, est-ce qu'il y a des moments clés où c'est vraiment déterminant d'avoir un certain niveau d'anglais ou d'avoir une certaine capacité en anglais ou une maîtrise par rapport à ce moment-là dans la négociation? À quel moment ça va être important de savoir parler anglais pour négocier? Oui. Euh, alors ici, je dirais que chaque moment compte finalement. Donc à partir du moment où on va rencontrer la personne et devoir briser la glace, comme on a parlé là maintenant de ces petits, des small talk, des chit chats, etc. Euh, à partir du moment aussi on va devoir avoir cette posture de, de dirigeant et de mener une conversation d'un point A à Z. Ça, c'est aussi important et ce sont d'ailleurs des compétences qu'on peut développer, comment bien commencer, faire passer du moment du chit-chat au moment où on doit aller straight to the point, commencer les affaires. Euh, et faire passer de chaque étape. Il y aura aussi les moments où on va devoir présenter les termes de négociation. Donc, euh,
ça aussi, c'est important de pouvoir développer, comme tu disais, Florence, ces moments techniques, ces mots techniques par rapport aux termes. Et ça va dépendre aussi du contexte de chacun et du sujet en question. Et puis le contenu et l'expertise aussi, quand on va devoir parler de son expertise en anglais, que ce soit fait avec clarté, que la personne puisse comprendre. Ça va dépendre aussi de l'interlocuteur, si c'est aussi un expert dans le domaine ou une autre personne qui n'est peut-être pas expert dans le domaine. Donc, il faut savoir aussi le dire de différentes manières. Un expert, à quelqu'un qui n'est pas expert, etc. Donc, des moments clés aussi. Un moment où on va devoir trouver un accord et conclure quelque chose et le communiquer. Euh, et aussi, gérer, ça on oublie parfois, gérer les conflits et les tensions. Ça, c'est aussi important parce que là, dans les autres moments, on peut se préparer. Et ce qui est bien, je conseille d'ailleurs de se préparer. Mais parfois, il y a des questions qui surgissent ou des tensions, des conflits. Et donc, c'est là aussi où c'est important de ne pas négliger son anglais, de passer à l'étape suivante pour pouvoir improviser et gérer avec diplomatie. Parce que souvent, quand on a cet anglais de débrouille, on ne sait pas trop être diplomatique parce on est direct, on utilise les mots qu'on a. Mais ça aussi, ce sont des moments importants à prendre en compte. Mm. Moi, j'ai eu ce cas aussi quand je gère les urgences. J'avais un importateur qui était primo-importateur. Il importait pour la première fois depuis la Chine des mini Jeeps. J'en ai souvent parlé sur LinkedIn parce que c'est vraiment c'est du concret. Et en fait, il essayait d'avoir une facture de la part de son fournisseur chinois, ce qui est quelque chose d'assez simple, hein. Et en fait, son fournisseur chinois lui envoyait tout le temps une proforma. Et il a eu beau lui expliquer, ils sont restés pendant près de 5 ou 6 emails comme ça, en fait, à se renvoyer la balle. Lui, il n'arrivait pas à parler anglais, donc il utilisait Google Trad. Son fournisseur chinois n'était pas super bon en anglais, donc il utilisait de l'anglais vers le chinois et ils se comprenaient pas. Et ça a duré pas mal de mails comme ça jusqu'à ce que je rentre dedans et que voilà, je trouve la manière de l'expliquer aux fournisseurs. Mais parfois, ça tient pas à grand-chose. C'est juste que ben, quand on maîtrise pas, on fait pas forcément, souvent on va choisir la facilité, on va choisir l'IA ou Google ou autre pour traduire. Et forcément, ça marche pas non plus. Parce qu'il y a pas l'essence en fait, hein. Il faut savoir où on va pour utiliser un outil. Il faut vraiment savoir exactement si tout est bon et vérifier les réponses aussi de l'outil parce que des fois, ça change complètement la phrase et les données. Donc oui, c'est important. Et justement, dans l'import-export, on parle beaucoup de la culture. C'est bien l'anglais, c'est important. D'ailleurs, comme tu le disais tout à l'heure, on peut négocier en anglais avec des personnes qui sont non natives anglaises. Donc du coup, forcément, on fait tous un effort pour parler la même langue. Mais on a aussi cette partie culture et cette partie non dit qui peut intervenir. Et justement, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus par rapport Mm. à tes expériences? Ouais, j'aime beaucoup cette question parce que c'est quelque chose qui me fascine aussi, la communication interculturelle. Et très souvent, c'est quelque chose qu'on oublie. On se dit, OK, je maîtrise l'anglais et c'est bon. Je vais pouvoir, c'est mon passeport international. C'est déjà un très bon point, un très bon départ. Mais en fait, il y a tout un autre langage en plus de l'anglais. Il y a le langage culturel. Et ici, ce que je peux dire, en fait, c'est qu'il faut le prendre en compte et qu'il faut s'adapter, que ça va dépendre, ça va changer d'une culture à l'autre, d'une nation à l'autre. Euh, Par exemple, moi, en ce moment, je suis en Espagne et au début, j'ai beaucoup travaillé avec les Espagnols et j'étais frustrée parce que parfois, je les trouvais un petit peu impolis, mais en fait, ils sont pas impolis, c'est leur culture. Et c'est quelque chose qui, euh, par rapport à ma culture, où peut-être je vais être un peu plus diplomate, un peu plus indirect, arrondir plus les choses, ils vont être peut-être directs. Et c'est des choses qu'il faut savoir pour pas avoir des mauvaises surprises et se dire, ah non, moi, je vais pas dealer avec cette personne parce que elle me respecte pas. C'est pas ça, c'est qu'elle communique autrement. Et, euh, et je pense qu'on peut avoir une longueur d'avance si on comprend ces codes culturels et gagner des opportunités en sachant parler à la personne. Parce qu'on va parler à la personne aussi quand on parle son langage culturel. Et puis finalement, favoriser un échange plus agréable, plus pertinent, plus percutant aussi. Je peux en dire plus après, mais oui, c'est déjà ça. Ouais. Ouais. Moi, j'ai eu la même chose en Angleterre, tu vois. Quand je travaillais en Angleterre, j'avais justement ce souci-là où je trouvais que les gens n'étaient pas assez francs pour dire non. Du coup, j'avais toujours l'impression que c'était assez ouvert.
Et finalement, quand on négocie avec les British, on a toujours l'impression que c'est jamais vraiment un non définitif. Mais c'est leur façon de dire non définitivement. Et ça peut jouer aussi sur les négociations internationales parce qu'ils vont jamais vraiment clôturer la chose en disant non, non, c'est hors de question. Ça va être plutôt non, c'est pas le projet du moment. Voilà, ils vont tourner les choses d'une manière à repousser, mais en fait, repousser poliment pour dire qu'en fait, ça les intéresse pas du tout et que ça sert à rien de les relancer. Donc, je pense que c'est important, justement, l'interculturalité. On parle des pays proches, là, anglais, espagnol. Mais on a aussi des soucis culturels, enfin des grosses différences culturelles avec des pays très éloignés qui sont importantes au niveau de la courtoisie, de la politesse et de la façon de négocier. Et ça, bon, Ouais, on pourra en faire un très long webinaire également. C'est pas le sujet ouais, du jour, mais c'est important de le prendre en compte. ouais, tout à fait. Et je Donc, voulais juste dire une petite anecdote pour un peu, parce qu'on parle pro tout le temps, mais aussi dans la vie quotidienne, etc., pour un peu relâcher. L'atmosphère, par exemple, moi, j'ai mon mari qui vient du Brésil et ma belle-mère, au début, pensait que j'étais vraiment pas une chouette fille et que j'étais pas très sympa et froide. Mais c'était tout simplement parce que les cultures sont tellement différentes. Les Brésiliens sont beaucoup plus chaleureux, sont plus directs dans leur tactile. expression, ouais, tactiles, etc. Et moi, c'est pas le cas, je suis un peu plus en retrait. Et aujourd'hui, on s'entend très bien et tout, on a une très bonne relation. Mais dans toutes les sphères, on peut le voir comme quoi c'est important de prendre en compte et comprendre les langages. Mais bon, bref. C'est important. Moi, j'ai aussi de la famille côté colombien et c'est vrai qu'on a ce côté latino, voilà, très ouvert, oui, on n'a pas forcément la même culture, donc c'est toujours, ça prend du temps, on s'adapte, mais le tout, c'est de connaître auparavant. En tout cas, sur le côté professionnel, c'est toujours important parce que ça évite de faire des petites erreurs ou quoi et de casser une relation. Donc c'est Mm. toujours important. Et si on en revient à l'anglais, alors finalement, si on peut résumer, on va dire un petit peu tout ça. euh, Qu'est-ce qu'on doit vraiment maîtriser en anglais quand on est dirigeant et qu'on veut être capable de négocier avec ses interlocuteurs en anglais? D'accord, très bien. Donc, pour résumer et rebondir sur le dernier point, donc il y a ce côté de langage culturel, ça il faut maîtriser, se préparer à l'avance, voir qui vont être nos interlocuteurs, d'où ils viennent. Et ça se prépare, il y a beaucoup de documentation sur le sujet, comment parler, faire du business avec des Chinois, avec des Américains, etc. Parce que le langage en anglais, le langage international est au-delà des mots, donc se préparer par rapport à ça. Euh, Aussi, savoir comme on a parlé des small talk, donc savoir briser la glace, avoir ces moments de chit-chat en anglais, c'est aussi très important pour créer du lien. Il y a d'ailleurs dans cette préparation de langage culturel, ça prend en compte, il y a des cultures où on doit passer par là. Ça va dépendre, par exemple, les Anglais, je sais qu'ils aiment beaucoup faire le small talk, parler de la pluie et du beau temps avant de parler de business. Et c'est important de ne pas passer ces étapes-là. Euh, euh, le langage de négociation euh, aussi. Donc ça, c'est le sujet clé aujourd'hui, mais ça se prépare aussi. Il y a des mots clés en négociation, savoir présenter les termes, savoir présenter l'offre, savoir dire, faire des compromis en anglais, comment on l'exprime aussi, comment on exprime qu'on souhaite conclure ou un contrat ou passer à autre chose. Ce sont aussi des compétences clés qu'on peut travailler en anglais. D'ailleurs, la négociation, c'est un thème qui revient très souvent avec mes clients qu'on travaille concrètement comme ça, euh, en jeu de rôle, en utilisant, en apprenant à utiliser ces mots-clés et en étant plus à l'aise. Ça peut se faire aussi. Savoir aussi se présenter en anglais, donner des présentations, présenter son expertise. euh, un autre expert à quelqu'un qui n'est pas expert. Donc ça dépend de votre contexte, quel type de personne vous rencontrez, mais se mettre, s'imaginer qu'on va rencontrer ces personnes et pouvoir le dire de différentes manières. Euh, et aussi savoir pitcher rapidement ce qu'on fait en quelques mots, sans s'allonger et dire trop de mots en 5 secondes, ce qu'on fait et ce qu'on apporte à la personne. Et encore plusieurs choses. Donc ça, ce sont des points clés dans les compétences clés. Et puis juste pour, par exemple, les personnes qui se demandent, ah oui, et comment je fais pour mon vocabulaire, etc.
eh ben ça va se travailler dans le contexte. C'est vraiment ça la clé. Donc, dans ton contexte, tu insères le vocabulaire dont tu as besoin pour t'exprimer, exprimer ton expertise. Et là aussi, dans le contexte, tu peux aussi travailler les choses dont tu dois remettre à niveau, par exemple euh, l'utilisation des verbes, etc. Donc là, un exemple concret avec le directeur de l'entreprise minière avec qui je travaille en ce moment, on travaille comme ça, et dans son contexte, par exemple, il doit présenter des rapports, eh ben, on voit qu'il a besoin de présenter ce qu'il a fait dans le passé, ce qu'il fait aujourd'hui et ce qu'il fait dans le futur. Eh ben, c'est dans ce contexte-là qu'on va revoir, par exemple, les lacunes au niveau de l'utilisation des temps pour mieux se faire comprendre. Voilà. Et c'est important. Ça, c'est... D'ailleurs, généralement, quand on maîtrise pas une langue, on parle qu'au présent, donc c'est toujours compliqué. Ouais. C'est souvent ça. D'ailleurs, justement, au niveau de ça, qu'est-ce qu'on peut faire si on veut travailler son anglais un petit peu au quotidien pour essayer de s'améliorer? Alors, moi, par exemple, j'ai un exemple parfait à la maison. J'ai ma mère qui est sur Duolingo à 70 ans. Elle travaille elle travaille son espagnol avec Duolingo. Finalement, elle apprend beaucoup de choses, mais elle est incapable en Espagne de discuter avec quelqu'un parce qu'elle manque ce côté relationnel, donc elle n'a pas cette confiance en elle pour avancer des conversations. Moi, je l'ai vécu aussi quand j'étais en Angleterre, j'avais 20 ans. J'étais très bonne en anglais à l'oral, pardon, à l'écrit. Quand j'étais étudiante, par contre, à l'oral, j'avais toujours des notes vraiment horribles. Et finalement, quand je suis arrivée en Angleterre et j'étais pas à Londres, j'étais dans un petit village et que j'avais besoin de m'exprimer, juste pour aller chercher le boulanger, je ne trouvais pas. J'allais chercher la personne qui fait du pain. Je cherchais à simplifier. Ça compliquait mes phrases, mais moi, ça me simplifiait la vie parce que j'essaie d'expliquer ce que fait la personne pour expliquer le mot qui me manquait. Et j'ai fini par comprendre qu'il fallait que j'acquière un certain nombre de mots en vocabulaire pour pouvoir être plus à l'aise. Et je pense que ça passe par là pour toute maîtrise de langue. Mais justement, qu'est-ce qu'on peut faire au quotidien pour essayer de travailler son anglais quand on a un petit peu de temps? Est-ce que tu as des petits tips à nous donner? Oui, ouais, j'en ai beaucoup. Je vais essayer d'être bref par rapport à ça. Déjà, j'aimerais bien donner un cadre, ok? Parce que on peut faire un peu comme tu partages avec ta maman, on peut faire plein de choses par rapport à son anglais sans avoir les résultats qu'on souhaite. Donc, si ton but aujourd'hui, c'est de vraiment avoir des résultats concrets, voir une amélioration, je dirais, la plus rapide possible et aussi utile par rapport à tes objectifs. J'aimerais bien te partager alors une framework, un cadre dans lequel travailler. Et ce cadre, moi, je l'ai appelé le 5C, les 5 C. Donc, il y a le- la connexion, le contexte, le contenu, la clarté et la confiance. OK? Je vais résumer ça en quelques mots. Mais déjà, la connexion, j'aime bien dire la connexion à son cerveau, aux personnes avec qui on va parler et aussi à la culture à laquelle on va être confronté. Pour être bref, déjà, on part de sa motivation, la connexion à son cerveau. Dans quel but est-ce que tu souhaites parler anglais concrètement? Dans quel contexte? Et ça va être ton fil conducteur. Donc, ici, je vais donner un exemple. Si on souhaite négocier en anglais dans le contexte de l'import-export et qu'on a comme produit, j'invente devant moi des ciseaux à vendre dans le monde entier. Euh, donc déjà, ça va être sa motivation qu'on souhaite élargir son marché. Et donc ça va nous donner une motivation pour continuer jour après jour. Et aussi un engagement, parce qu'on est engagé, on a un but précis. Ensuite, le contexte, ça va donner le vocabulaire qu'on souhaite améliorer. Euh, donc là, maintenant, pose-toi les questions. Dans quel contexte je vais parler anglais? Quel type de vocabulaire est-ce que je vais avoir besoin? Quel type de compétences je vais avoir besoin? Donc, négocier, par exemple, ou pitcher, présenter son entreprise, etc. Et ça va te donner le contenu de ce que tu vas apprendre, où tu vas te focaliser. Et donc, à partir de là, ben, tu cherches. En plus, aujourd'hui, il y a plein de ressources. Tu peux trouver le vocabulaire clé dont tu as besoin. Et ça va t'apporter la clarté. On est déjà au quatrième C. La clarté sur le focus que tu vas avoir. Et en faisant ça, tu auras déjà un petit contenu et si tu te concentres simplement 5 minutes par jour sur ce contenu clé,
tu vas avoir un progrès, ça va te donner une motivation parce que tu vas pouvoir l'utiliser. Parce que le problème de certaines applications, euh, c'est que finalement, on ne l'utilise pas. Donc, on ne progresse pas et ça nous permet pas d'avancer comme on le souhaite. Mais quand on se concentre sur quelque chose qu'on utilise, mais on voit qu'on va pouvoir progresser, ça nous motive et on continue. Et finalement, ça nous donne la confiance, c'est le dernier C. Euh, et la confiance, ça vient avec la pratique. Et la pratique, elle est là parce qu'on est engagé, parce que ça a du sens, on est motivé, on comprend pourquoi on le fait. Donc, aujourd'hui, une action pour toi, si tu souhaites améliorer ton anglais, pense peut-être à une chose, à un contexte clé pour commencer, par exemple la négociation. Vois les mots de vocabulaire dont tu as besoin euh, par rapport à ton expertise, par rapport aux échanges que tu pourrais avoir. Concentre-toi sur ça. Et si tu pratiques 5 minutes, même 1 minute par jour, en parlant, moi je challenge mes clients à parler 1 minute par jour parce que tout le monde a 1 minute. Personne ne peut me dire Aurélie, j'ai pas 1 minute. Et à s'enregistrer sur un sujet qui est connecté à leurs objectifs. Donc voilà, parle, je sais pas, présente ton entreprise pendant 1 minute, un jour, et puis l'autre jour, tu parles d'un autre sujet et d'un autre sujet et d'un autre sujet. Et tu vas voir, c'est très, très, très puissant. J'ai beaucoup de retours, par exemple, de mes clients qui font ça, et après 2 semaines, ils sont décomplexés par rapport à leur anglais, ils parlent avec plus d'impact, plus de fluidité, parce qu'ils sont concentrés sur ce qui est essentiel pour eux et ils sont pas éparpillés. C'est ça en fait la clé. Si tu veux vraiment parler anglais plus rapidement dans ton contexte et gagner en crédibilité dans ton contexte, c'est de pas t'éparpiller et te concentrer sur ce qui compte. Voilà, j'espère que c'était clair parce que je l'ai fait en mode express. Je pourrais en parler pendant 1 heure de cette méthode, mais voilà. Ah ouais, c'était très clair. Oui, non, mais c'est ça, de toute façon, il faut de la pratique. Il faut du focus et de la pratique. Quand on veut avancer quelque chose, quand on veut développer une nouvelle compétence, c'est nécessaire de le répéter et de le pratiquer. Moi, je peux vous dire que le côté espagnol de ma mère, il est vraiment, vraiment bas parce qu'elle ne veut pas le pratiquer, elle a peur. Et c'est souvent ça qu'on a quand on développe une langue on se sent pas forcément à l'aise et du coup c'est le mieux c'est de se retrouver dans le pays et de se devoir se débrouiller dans cette langue-là parce que c'est là où on va apprendre le plus. Mais finalement, quand on n'a pas la possibilité de voyager ou de se mettre dans cette situation-là, on peut le travailler autrement. Il existe énormément de choses aujourd'hui, mais en tout cas, le pratiquer, c'est la base. Je suis d'accord avec Ouais. toi là-dessus. C'est ça J'aimerais qui bien développe juste la... dire quelque chose par rapport à aller dans le pays. C'est vraiment une clé. Moi, je l'ai vécu aussi. Mais c'est aussi quelque chose qui peut être pas un piège, mais dont il faut faire attention. Parce que je connais aussi beaucoup de personnes qui ont été dans le pays et qui n'ont pas eu ce déclic. Pourquoi? Parce que parfois, on peut se retrouver dans un pays sans pour autant avoir besoin de parler la langue. Euh, parce que finalement, la clé, c'est vraiment la pratique et d'être confronté à la langue. Et mon néerlandais s'est empiré dans les 4 ans. Le néerlandais, c'est la langue principale. Pourquoi? Parce que je parlais que anglais. Euh, donc souvent, on a cette idée de quand on voyage, on va automatiquement télécharger le pays, arriver à la langue, arriver à l'aéroport, mais c'est pas ça, c'est vraiment se confronter à la langue au quotidien. Et pareil avec l'espagnol. Aujourd'hui, je vis en Espagne et au début, je m'améliorais pas parce que je parlais anglais au quotidien. Euh, et vite fait, hola, ¿qué tal dans la rue, mais c'est pas ça qui propulse mon espagnol. Mais c'est vraiment au moment où je me suis dit, ok Aurélie, il faut que tu te confrontes à l'espagnol, que tu lises en espagnol, etc., etc. Et que vraiment tu travailles, tu pratiques. Et c'est vrai que voyager, ça peut aider, mais pas que. Il y a même des personnes qui ont vécu 15 ans ici, que je connais, qui parlent pas bien espagnol parce qu'ils parlent anglais tous les jours. Euh, et aujourd'hui, heureusement, on peut créer cet univers de chez soi, de là où on est. Si on ne peut pas voyager, on peut se créer un environnement qui nous permet de pratiquer. Voilà, je voulais juste dire Oui, ça. c'est important. Mais d'ailleurs, on le voit beaucoup avec souvent les Français se retrouvent ensemble. Moi, je l'ai vécu aussi en Angleterre. Hein. C'est pour ça que je suis pas allée à Londres. Et le fait d'être avec un anglophone, ça m'a vraiment changé la manière de percevoir les choses parce que j'ai rencontré des Français là-bas qui étaient entre Français. Et du coup, bon, bah, l'anglais, il était minime. Ils parlaient, même dans leur travail, ils parlaient en français. Donc forcément, ça va pas aider. C'est sûr que se confronter à la langue,
Moi, j'ai vécu quand j'ai vécu 4 ans en Amérique latine en stop et sac à dos. Je suis partie, je parlais pas très bien espagnol, j'avais des bases, mais le fait de me retrouver seule face à que des personnes qui parlaient espagnol, il n'y en avait pas une qui parlait français, bah, on apprend comme ça. C'est sûr que c'est là que ça développe le mieux. Très bien, bah, je te remercie pour tout ça. J'aimerais poser quelques questions. Alors, je vous ai proposé dans le chat, on va avoir une petite session d'une dizaine de minutes de questions-réponses. J'ai pas eu de réponse pour le moment, en tout cas, j'ai pas eu de questions de votre part. Est-ce que, euh, est-ce que parmi vous, on a des personnes qui négocient déjà en anglais? Est-ce que vous êtes sur un terrain international où vous avez déjà eu l'occasion de négocier en anglais? Ce serait intéressant de savoir si vous pouvez le mettre soit dans le chat ou prendre le micro pour savoir un petit peu si vous avez des questions sur tout ça. Je pense qu'Aurélie, on a développé une belle partie de ce que tu souhaitais mettre en avant. Je pense que tu as donné beaucoup de valeur, beaucoup de choses intéressantes sur justement pourquoi donc utiliser l'anglais et le maîtriser pour vraiment être un levier stratégique. Et on voit bien que c'est pas qu'une compétence linguistique, hein, ça amène vraiment une modification de la posture, une modification de la confiance et justement des opportunités qu'on peut avoir à l'import comme à l'export face à nos interlocuteurs. Il n'y a pas forcément de réponse dans le chat. Je ne sais pas ce que tu veux faire, Aurélie. Est-ce que tu avais d'autres questions à poser? J'avais vu que tu m'avais proposé quelques questions que tu souhaitais poser aux personnes qui sont présentes. Florent, je ne sais pas si tu m'as adressé la parole, mais ça s'est bloqué une seconde. Ça s'est bloqué, excuse-moi. Oui, je voulais voir un petit peu si tu avais, j'avais vu que tu avais noté quelques questions que tu voulais poser aux personnes qui sont présentes. Ah Est-ce oui, que tu les as? Oui. oui, je me demandais aux personnes présentes déjà dans quelle mesure est-ce que vous êtes confrontés à l'anglais dans votre quotidien, au professionnel, si vous pouvez partager des situations, que ce soit négociation ou présentation de son service ou autre. Je serais intéressée de savoir ça. Donc, je ne sais pas si par- dans le chat, je vois qui est connecté. Nelly, Nadia, Ingrid. Il y a quelqu'un qui a le mot client. Client. Euh, Voilà, l'idée, c'était de pouvoir répondre à vos questions. Ah ben justement, on a une question Ah de ouais. Nelly, alors qui dit qu'elle utilise l'anglais au quotidien dans son travail, mais seulement par email et rarement à l'oral. Elle rédige ses emails en anglais et elle se corrige avec DeepL. Qu'est-ce que tu en penses? Hmm, intéressant. Mais déjà, Nelly, bravo de rédiger toi-même, parce qu'il y a des personnes qui passent directement par l'intelligence artificielle, et puis de se faire corriger pour voir. Ça, c'est un bon exercice pour s'améliorer, parce que le danger aujourd'hui qu'on ait tellement d'outils, c'est de devenir un petit peu fainéant, de plus penser par soi-même. Et ben ça n'aide pas si on veut s'améliorer. Surtout pour pouvoir passer à l'étape orale, parce que beaucoup de personnes ont un peu cette situation-là, peuvent s'exprimer par écrit, etc. Mais si on fait déjà un effort à l'écrit, ça va être plus facile de passer à l'oral. Euh, et Nelly, je suis curieuse, est-ce que euh, tu, tu pourrais être confrontée dans un futur proche à communiquer à l'oral en anglais? Et dans quelle situation? Eh oui, parce que quand on passe de l'écrit à l'oral, ça fait toute une différence, hein, forcément. C'est toujours intéressant de pouvoir savoir. Alors, elle a eu quelques fois l'occasion de discuter avec des clients américains, mais en effet, le manque de pratique ne lui permet pas d'être fluide. Hmm. Ouais, je vois. Mais je vois. Ben là, tu as déjà ta clé, la pratique. Je ne sais pas si tu as déjà essayé de pratiquer par toi-même à l'oral, mais cette astuce de s'enregistrer et de s'écouter parler anglais, c'est hyper puissant et c'est vraiment accessible. On a tous un téléphone. Parler 1 minute et sur un sujet clé, un sujet qui t'intéresse, ça peut être pro, pas pro, pour vraiment débloquer le côté oral. Oui, Je c'est sais pas important. si ça Et vous du coup, parle. c'est au niveau international, du coup, Nelly, que vous êtes là-dedans. Donc, je suppose qu'à un moment donné. Alors, attendez. En effet, l'astuce du 1 minute est excellente. Je pense que je vais le mettre en action. Merci, Aurélie. Avec plaisir.
C'est parfait, non. L'idée, c'était ça. C'était un peu de vous montrer un petit peu que l'anglais, c'est important. On le sait tous, hein, mais avec l'IA, etc., on développe d'autres façons de parler anglais. Sauf on peut pas le nier, qui est l'IA ou autre, on sera toujours, à un moment donné, toujours nécessaire, en fait, que nous-mêmes, on soit capable de maîtriser la langue. Et Mm. ça permet de gérer les deals directement. Moi, quand j'ai fait appel à Aurélie, c'est justement parce que j'ai eu des dirigeants autour de moi qui sont clients, qui m'ont demandé de négocier pour eux. Et je trouve que c'est quelque chose qui manque. Je trouve ça vraiment dommage, en fait, qu'une personne qui est à l'import-export ne puisse pas négocier ses propres contrats et par manque de confiance ou de maîtrise de son anglais, passe par quelqu'un d'autre pour le représenter. Parce qu'au final, on sera jamais meilleur que soi-même, en fait. Si on est bon à négocier en français, on sera super bon à négocier à l'international à partir du moment où on est sûr, on a confiance et on maîtrise l'anglais. Et je pense que c'est qu'une question d'assurance. Et le fait de prendre quelqu'un qui va négocier pour vous, c'est pas forcément une solution. Je pense que ça reste quand même quelque chose qui doit être du dirigeant de pouvoir négocier ses propres contacts et ses propres contrats avec ses contacts. Je sais pas ce que tu en penses, Aurélie. Ouais, non, totalement, je suis d'accord. Et il n'y a pas longtemps, on m'avait posé la question, parce que tu as parlé de l'IA, pourquoi est-ce que c'est nécessaire aujourd'hui de faire des efforts pour son anglais, vu qu'il y a l'IA et bientôt on pourra avoir ces traductions instantanées avec l'IA, etc. Et je trouve que ce sont des bons outils. Moi, je suis pour la technologie, mais ce qui va faire la différence aujourd'hui et dans le futur, c'est vraiment les personnes qui vont pouvoir se créer ce lien social, garder ce côté humain. Et je pense que comme l'IA va prendre de plus en plus de place, c'est vraiment nos soft skills qui vont faire la différence dans nos entreprises. Et les soft skills, c'est notamment pouvoir communiquer et créer ce lien authentique de confiance, créer des relations humaines. Et ça passe par pouvoir bien maîtriser l'anglais, notamment à l'oral aussi, autant qu'à l'écrit. Mm. Merci beaucoup, Aurélie. Je pense que c'est une belle conclusion pour ce webinaire. Je vous remercie à Avec tous. plaisir. Merci, Aurélie, pour tous les tips que tu as pu nous donner, pour cette ouverture, en fait, sur vraiment cette partie anglais. Je pense que ça apporte beaucoup de choses, en fait, pour les dirigeants qui veulent, ou qui sont déjà à l'international. Merci à tous pour votre présence. Et Merci à toi. Merci Florence. merci, à bientôt.